Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestions consacrée au nationalisme écossais. Nous sommes ravis d'accueillir Azilis Gouez, chercheuse associée identité européenne et symbolisme politique à l'Institut Jacques Delors. Azilis Gouez est vice-présidente de Nantes Métropole. Elle va décrypter pour nous les élections parlementaires écossaises du 6 mai dernier qui ont confirmé la prépondérance du Scottish National Party, mais aussi vu une nette progression du Parti vert écossais qui lui aussi est positionné pour une indépendance écossaise. Azilis a été pendant 4 ans la plume du président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins. De 2005 à 2010, elle a notamment dirigé les travaux de l'Institut Jacques Delors sur la question de l'identité européenne à l'heure de l'élargissement vers l'Est. Cette semaine, elle publie pour l'Institut Jacques Delors son décryptage « Les ressorts de l'indépendantisme écossais » qui paraîtra dans quelques jours. Elle va nous présenter aujourd'hui cette publication. Dans la seconde partie du webinaire, on aura une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez tout au long du webinaire écrire vos questions à l'aide de l'outil qui figure en bas de votre écran. Je laisse la parole à Azilis Gouez pour sa présentation. Oui, bonjour. Merci Mathieu. Alors, comme tu l'as dit, Mathieu, moi, j'ai plutôt une connaissance de par mon expérience comme plume du président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins. J'ai plutôt une expertise qui porte sur l'Irlande. Donc, ce qui a été intéressant pour moi en me penchant sur la question du nationalisme écossais, c'est justement de constater à quel point il y a une différence entre le nationalisme irlandais et le nationalisme écossais, puisque, comme on le verra, le nationalisme écossais ne plonge pas, n'est pas un mouvement qui date du 19e siècle, du printemps des peuples de 1848, mais c'est un mouvement qui vraiment a pris son essor dans la période récente. Alors, notre point de départ, c'est évidemment les récentes élections législatives du 6 mai 2021, qui ont vu le Scottish National Party, le SNP, arriver nettement en tête de ces élections en remportant 64 sièges sur les 129 que compte le Parlement de Holyrood, qui est le Parlement dévolu écossais. Alors, ce résultat, c'est un bon résultat, mais c'est un résultat qui est un peu en deçà des espoirs du SNP qui espérait obtenir seul la majorité absolue de 65 sièges. Donc, il est arrivé un siège en dessous. Et donc, la majorité du camp indépendantiste aujourd'hui à Holyrood, elle s'est constituée avec l'apport des voix des Verts écossais, puisque vous l'avez dit, Mathieu, c'est l'apport de ces voix-là qui permet au camp indépendantiste de se retrouver dans une position de force aujourd'hui qui est inédite face à Londres. Alors, je le disais, aujourd'hui, on a un nationalisme écossais qui est devenu un vrai mouvement de masse. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui mobilise des cohortes de militants, des cohortes aussi de communautés en ligne sur Internet, qui disposent aussi d'une audience suffisante pour avoir son propre journal quotidien, The National, qui commente l'actualité d'un point de vue indépendantiste, alors que la plupart des titres britanniques ont plutôt un point de vue unioniste, c'est-à-dire favorable à la persistance, au maintien de l'union entre les 4 nations constitutives du Royaume-Uni que sont l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Donc, ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est comment on en est arrivé aussi rapidement, en fait, entre le début des années 60 et aujourd'hui, à une telle hégémonie en fait de l'idée nationaliste en Écosse. Alors moi, quand je parle de nationalisme écossais, je m'intéresse à cette forme de nationalisme qui prône la séparation, la sortie du Royaume-Uni, puisque le nationalisme écossais, il a pu historiquement prendre diverses formes, dont certaines se satisfaisaient d'une défense des spécificités écossaises dans le cadre maintenu de l'Union britannique. Donc là, quand je parle de nationalisme, je parle vraiment du nationalisme qu'incarne le SNP depuis sa fondation en 1934
et qui prône l'indépendance. Donc, c'est un projet politique qui est assez radical. Alors, comme je l'ai dit, ce mouvement écossais, il est très différent du nationalisme irlandais qui, lui, parce que les Irlandais ont gagné leur indépendance à la force des armes en 1921. En Écosse, au contraire, en fait, le mouvement nationaliste, il a émergé vraiment sous, on peut le dire, l'aiguillon des réformes néolibérales mises en œuvre par les gouvernements successifs de Margaret Thatcher au cours de la décennie 1980, donc entre 1980 et 1990. Donc, ce que je fais, ce sur quoi je me penche dans ce papier, ce sont un peu les deux piliers du nationalisme qui sont d'une part un programme de gauche. Le SNP a parfois, le projet politique du SNP a parfois été qualifié de populisme de gauche parce que c'est vraiment un projet politique, un projet de société qui est fondé sur une idée émancipatrice et un idéal de justice sociale. Donc ça, d'une part, donc d'où le de gauche. Et bon, populiste, mais en fait, ce que revendique le SNP, c'est non pas son caractère populiste, c'est son attachement à la démocratie. Et donc, ces deux piliers, justice sociale d'une part et démocratie de l'autre, sont les deux fils conducteurs que j'explore dans ce papier qui va sortir dans quelques jours. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, je vais commencer par dire quelques mots de l'économie politique du SNP. Alors, ce qui a été très intéressant dans les dernières élections, c'est que, évidemment, on se situait dans un contexte de pandémie. Et donc, le discours du leader, enfin de la leader du SNP et première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ça a été vraiment à la fois un discours effectivement de défense de l'égalité, de la justice sociale, mais aussi territoriale, un discours très ancré aussi dans une vraie ambition de transition écologique, ce que Nicola Sturgeon appelle la transition juste, c'est-à-dire en tenant ensemble à la fois l'urgence écologique, mais aussi l'urgence sociale. Et comme on était dans ce contexte de pandémie, le discours de Nicola Sturgeon, il a aussi beaucoup tourné autour d'un registre du care. Donc le care, donc que vous connaissez sans doute, c'est à la fois cette idée du souci bienveillant pour l'autre, mais le mot care en anglais, c'est aussi cette idée qu'on se soucie ou non des autres. Et donc, elle a joué sur cette idée que Londres doesn't care about Scottish interests. Donc, Londres se désintéresse des intérêts spécifiques de l'Écosse. Mais Londres et Boris Johnson, qui incarne ce gouvernement Tory anglais et britannique, c'est aussi quelqu'un que les Écossais voient comme souffrant d'une sorte de défaut éthique, de défaut d'une incapacité justement à faire preuve de soucis bienveillants. Donc on a vraiment, au-delà des projets politiques, on a aussi cette idée sous-jacente que l'Écosse et l'Angleterre en sont arrivés à cette divergence de trajectoire électorale aussi parce que il s'agit d'un affrontement entre deux ordres de valeurs qui sont devenus irréconciliables. Alors, le nationalisme écossais, il n'a pas toujours été historiquement aussi ancré dans cette je dirais, trajectoire ou dans ce registre social-démocrate. Donc, je pourrais revenir dans le moment des questions peut-être plus en détail sur ce qu'a été le programme du SNP dans cette élection. Mais très rapidement, ce qu'il faut souligner, c'est que vraiment, c'est à partir des années 60 enfin 60-70 que ce discours de gauche a pris son essor en Écosse. Donc, c'est le fait et étant entendu, ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que jusqu'au tournant du XXIe siècle, l'Écosse a été l'Écosse industrielle, ça a été un grand bastion travailliste.
Donc voilà, il y a eu un renversement de situation assez récent. Mais donc, même à cette époque des années 60 et 70, où le parti travailliste était le parti dominant de cette Écosse, dont l'essentiel de la population vivait et travaillait dans ce qu'on appelle la Central Belt, donc les grandes villes plutôt du sud de l'Écosse. Donc, c'est dans ces années-là, il s'est développé tout un mouvement intellectuel très, très effervescent, très fertile, autour de la nouvelle gauche, d'une part, donc avec des auteurs nationalistes écossais qui, par exemple, étaient des contributeurs très éminents et réguliers de la New Left Review. Et puis, il y avait aussi au sein du SNP tout un courant travailliste un peu plus classique qui, contrairement à la New Left, à la nouvelle gauche, défendait plutôt une vision de la représentation de classe à travers les syndicats, là où la New Left était bien plus sensible à la question de l'autogestion, du mouvement coopératif, etc. Et c'est vraiment le tournant, ça a été les années 80, ça a été ce programme. Après, il faut se souvenir que le gouvernement Thatcher est advenu quand même après que le Royaume-Uni a eu recours à l'aide du FMI en 1976. Donc, dans cette décennie 80, Thatcher a mis en œuvre son grand programme de modernisation, de réforme de l'économie britannique, et dans un affrontement qui a été extrêmement violent avec les syndicats écossais qui, de façon tout à fait héroïque, ont tenté de défendre la métallurgie, les chantiers navals, les mines, voilà, tout ce qui faisait l'économie de l'Écosse à cette époque. Et ces syndicats ont été mis à genoux. Au début des années 80, on est arrivé à une situation où à peu près 20% de la population ouvrière écossaise s'est retrouvée au chômage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette mémoire sociale-là, elle vit encore aujourd'hui en Écosse assez fortement. Et par exemple, Nicola Sturgeon elle-même, c'est quelqu'un qui est porteuse de cette mémoire, puisqu'elle a grandi dans une ville où cette histoire a été assez traumatique et elle en parle assez régulièrement. Donc cette espèce de vision de la justice sociale qui est portée par le SNP, il est ancré aussi dans cette vision-là. Alors, je vois que le temps passe très vite, donc je vais un peu accélérer. Ce qu'il faut dire rapidement, c'est que évidemment, ce qui était dans les années 60, 70, 80, un projet plutôt très radical de société socialiste, si je puis dire, ça a quand même, ce projet-là, il a subi quelques évolutions à partir des années 90, notamment sous la houlette de celui qui a été longtemps le leader du SNP, Alex Salmond, qui lui a basculé aussi du côté de l'idée que pour rendre ce projet d'indépendance crédible, il fallait vraiment rendre l'idée de la compétitivité économique écossaise crédible aussi. Et lui, il a vu qu'à l'heure de l'intégration européenne, de l'essor de la globalisation commerciale, financière, il fallait aussi parler à d'autres classes sociales que la classe ouvrière. Et donc, il y a toute une évolution de ce projet jusqu'à la période récente. Mais le discours très fort d'égalitarisme, de dépenses sociales du SNP, il a été ravivé depuis 2010 par le retour au pouvoir des conservateurs et puis par la crise financière. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre de l'austérité qu'on a beaucoup entendu au moment de la crise de l'euro, il est très fort en Écosse et on l'a entendu encore dans cette campagne. Donc le deuxième pilier, mais alors je vais aller vite parce que je n'ai plus que quelques minutes. Le deuxième pilier donc du nationalisme écossais, c'est une tradition constitutionnelle assez spécifique et qui a été redécouverte par les intellectuels nationalistes dans les années 40 et 50 et qui oppose une tradition anglaise de souveraineté absolue du Parlement, puisque comme vous le savez peut-être, au moment de la glorieuse révolution de 1688, le pouvoir absolu du monarque catholique Jacques II a été transféré, si je puis dire, de la couronne vers le Parlement.
Donc, on a cette tradition de souveraineté parlementaire qui fonde le système institutionnel britannique. Et en Écosse, on a une autre tradition constitutionnelle qui est celle de la souveraineté populaire. Et donc, les nationalistes ont vraiment réexploré cette différence-là. Ils ont trouvé dans ces ressources aussi de quoi nourrir leur discours aujourd'hui. Et puis, il y a aussi en Écosse cet attachement très fort à la communauté, c'est-à-dire à la petite communauté. Et donc, ça, c'est un discours qui a été très fort chez les précurseurs du SNP dans les années 20, à une époque où, ce qui intéressait les nationalistes écossais, qui venaient beaucoup du milieu presbytérien, c'était les travailleurs indépendants, les paysans, les artisans, et puis le destin des petites communautés rurales, des petites villes, voilà, des petits commerces. Mais ce côté, cet attachement à la vie, à la démocratie locale, il est resté extrêmement fort. Donc, je n'ai pas le temps là d'entrer dans le détail de toutes les batailles juridiques et constitutionnelles qui, au cours des décennies 40, 50, ont alimenté cette veine constitutionnelle du nationalisme écossais. Mais pour finir, ce qui est intéressant de souligner, c'est que les lectures de nationalistes de la souveraineté, elles ont évolué à nouveau dans la même période que le discours économique aussi du SNP a évolué, puisque, excusez-moi, je vois la question en même temps, puisque dans les années, également sous l'égide d'ailleurs de Alex Salmond, les Écossais sont aussi passés à une vision ils ont embrassé, même je dirais, avec un certain enthousiasme, l'idée de la souveraineté partagée, de la mutualisation des compétences. Et donc, cette idée de l'Écosse en Europe, elle est devenue très forte. Et ça a été aussi une manière de marquer la différence entre l'Écosse et l'Angleterre. Et puis, cette différence, évidemment, elle est apparue de manière très éclatante elle s'est faite jour de façon vraiment criante au moment du vote de 2016, du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, puisque les Écossais ont voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Alors, pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire de façon un peu paradoxale et provocatrice que l'horizon ultime des indépendantistes écossais, ça n'est pas l'indépendance. Et ça, Nicola Sturgeon le martèle assez souvent. Elle dit que l'horizon ultime, c'est la société bonne, la société meilleure, à laquelle aspirent les Écossais, et que l'indépendance, la rupture de l'union scellée en 1707 entre l'Écosse et l'Angleterre, ça n'est que le moyen d'atteindre cette société bonne. Voilà, donc on pourra aussi parler dans le temps de questions-réponses des difficultés en fait qui attendent les nationalistes écossais dans leur projet d'indépendance, puisque essentiellement dans l'espèce de processus de crédibilisation de leur projet indépendantiste à l'ère de l'intégration européenne, ce qu'ont dit les leaders du SNP, c'est que l'indépendance, finalement, ce n'était pas un saut dans le vide, puisque dans un contexte où le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, de toute façon, l'Écosse resterait aussi, garderait les mêmes liens de commerce, les mêmes liens sociaux avec le reste du Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, ce à quoi font face les Écossais, c'est quand même un choix cornélien entre les deux unions. Et cette situation, elle est vraiment nouvelle. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on a déjà reçu pléthore de questions de la part de nos auditeurs. Et une première série de questions concerne les mouvements indépendantistes dans les autres nations britanniques et sur le continent européen. Alors, première question, quelle est l'influence des idées du SNP sur le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord, par exemple? Et y a-t-il un mouvement nationaliste en Angleterre qui prône la séparation avec les autres nations des îles britanniques? D'autres questions, évidemment, sur la Catalogne aussi, et le rôle que pourrait avoir l'Espagne sur un veto contre l'Écosse en Union européenne. Et peut-être, y aurait-il une autre question, y aurait-il des parallèles à tirer entre l'Écosse, la Catalogne, la Lombardie ou la Flandre, par exemple, ce genre de mouvement sur le continent européen?
Alors, oui, ça fait énormément de questions, donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Alors, ce que j'ai essayé de souligner, c'est que le nationalisme écossais, il n'est pas fondé sur l'idée de la défense d'une culture ancestrale. Les Écossais, pendant très longtemps, se sont satisfaits de la position avantageuse qu'ils occupaient dans l'Empire britannique. En tant que nation aussi essentiellement protestante, ils ont vraiment été un partenaire peut-être junior, mais très très bien placé dans cette grande entreprise coloniale, impériale. Et les nationalistes écossais des années 60 et 70, ça, ils le reconnaissent. Et donc, ça a été pour eux un problème, puisque Neil Ackerson a pu dire, par exemple, qui est l'un de ces grands intellectuels de la nouvelle gauche, toujours vivant d'ailleurs, toujours très présent dans le débat public britannique, a pu dire que l'icône de l'identité nationale n'était pas complète sans la cicatrice de l'épée étrangère. Mais justement, en fait, à défaut de cette oppression britannique dont, par exemple, pour les Irlandais, c'est très différent. Là, l'Irlande a subi un vrai processus de dépossession. Donc, à défaut de ça, ce qui vraiment a été le mythe fondateur, c'est la destruction de l'Écosse industrielle par Thatcher. Mais donc, il n'y a pas, comme en Flandre ou comme dans d'autres mouvements nationalistes, cette dimension très forte du nationalisme culturel, même si les nationalistes écossais reconnaissent que le caractère un peu janusien à double face de tout nationalisme, c'est-à-dire qu'il regarde à la fois vers l'avant et vers l'arrière en trouvant dans son passé, dans les héros mythiques des ressources qu'on utilise aujourd'hui. Mais vraiment, le nationalisme écossais, c'est un projet de société démocratique, c'est un nationalisme plutôt civique. La difficulté, la question sur l'Irlande du Nord, en fait, les unionistes, ceux qui veulent le maintien de l'union du Royaume-Uni en l'état, les unionistes en Irlande du Nord sont pour la plupart des gens qui sont des presbytériens, des colons qui sont arrivés d'Écosse en Irlande pour coloniser l'Irlande. Et donc aujourd'hui, c'est pour ces presbytériens unionistes d'Irlande du Nord, qui sont ceux qu'on a vus il n'y a pas longtemps, en tout cas dans leur frange qu'on appelle loyalistes, conduire des émeutes à Belfast. En fait, ces gens-là, ils se trouvent aujourd'hui comme des sortes d'épaves de l'histoire, puisque justement, ils se sentent abandonnés par le gouvernement conservateur qui leur avait promis que jamais la frontière douanière nouvelle entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne passerait entre les deux îles. Or, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ils ne peuvent pas non plus se tourner vers leurs cousins d'Écosse qui eux aussi sont devenus nationalistes et qui réclament la séparation, la sortie de l'Union. La question de l'Angleterre, le nationalisme anglais, c'est quand même une espèce de mystique justement de l'Union et de l'Empire. Donc il y a vraiment pas de, c'est pas, voilà, c'est de toute autre sorte. Et la Catalogne, ça évidemment, c'est une question qui intéresse énormément les Écossais. Et là, dans la période récente, Boris Johnson a brandi la menace juridique en disant qu'il s'opposerait à la demande de Nicola Sturgeon de tenir un référendum sur l'indépendance en 2023 et qu'il était prêt à porter sa cause devant les cours. Et ça embête beaucoup les Écossais parce qu'ils savent que si leur référendum est illégal, ils auront du mal à faire entendre leur cause indépendantiste à Bruxelles et auprès des autres capitales européennes. Donc, ils ont ce souci quand même que ce référendum soit légal et donc pas à la manière dont il a été organisé en Catalogne. Et là, puisque leur projet affiché, c'est de réintégrer l'Union européenne une fois l'indépendance accomplie, là, ils ont annoncé une offensive de charme diplomatique à Bruxelles et dans les capitales européennes. Et ils continuent de soigner, par exemple, les liens avec les citoyens européens en leur permettant de rester en Écosse plus facilement, en faisant fi de la deadline du 31 juin qui a été imposée ailleurs au Royaume-Uni. Donc, il y a vraiment
voilà, sur la question de la Catalogne, effectivement, c'est un précédent que les Écossais ont regardé de près. Merci beaucoup. Peut-être la prochaine question sur les Verts écossais qui sont quand même la surprise de cette élection. Que sont venus chercher les électeurs écossais dans le parti vert écossais, qui est aussi indépendantiste? Vous avez dit que le SNP était quand même très marqué à gauche. Donc, qu'est-ce qui peut avoir justifié des choix de certains électeurs de se détourner du SNP pour aller vers les Verts, ou peut-être d'un autre parti d'ailleurs? Oui, il n'est pas dit que les voix aient été détournées du SNP pour aller vers les Verts. En fait, les Verts sont des alliés des indépendantistes du SNP depuis un certain nombre d'élections. C'est-à-dire que ça n'est pas la première fois que… C'est pour ça que je parlais de camp indépendantiste. Le SNP, c'est le gros des troupes, de 64 voix contre 8 voix là, dans l'élection actuelle, c'est quand même une différence notable. Mais les Verts sont des alliés des indépendants, du SNP depuis, c'était déjà le cas en 2004, mais après, ils n'avaient pas le même nombre de sièges. Ils ont commencé avec un siège. Donc, le Parti travailliste reste la deuxième force politique en Écosse. Ce qui est spectaculaire, c'est plutôt le renversement, le fait que le SNP soit passé devant. Mais comme je l'ai dit, le discours de Nicola Sturgeon et le programme du SNP, le manifeste du SNP dans cette élection, je vous engage à aller le voir, c'est vraiment un programme, une ambition de transition juste, pour reprendre les mots de Nicola Sturgeon, mais en fait de social écologie, puisque l'idée de Nicola Sturgeon, c'est que parler de relance, ça n'est pas un terme neutre, et qu'il faut savoir vers quoi l'Écosse se relance. C'est pour ça qu'il faut l'indépendance, pour construire cette société à laquelle aspirent les nationalistes écossais. Et la façon dont ils projettent cette société dans le monde de l'après-Covid, c'est vraiment à travers l'idée d'une grande transition verte. Et donc, un peu de façon assez classiquement keynésienne, il y a toute une série de programmes de reconversion des infrastructures, de décarbonation, par exemple, de toute la flotte de ferries publiques. Il y a aussi tout un volet du programme très intéressant sur le fait de tester un peu l'autonomie énergétique des îles écossaises, qui sont quand même un des creusets de l'imaginaire, de l'identité écossaise. Il y a toute une ambition aussi de reconquête de la biodiversité en replantant massivement. Enfin, la forêt écossaise, c'est quand même l'une des plus anciennes et des plus riches en matière de biodiversité d'Europe. Il y a aussi la question des tourbières qui est centrale dans cette biodiversité écossaise. Et puis, sur le plan diplomatique, ce qui est très intéressant, c'est que comme l'Écosse va accueillir la COP 26 à Glasgow, à l'automne, 2021, les Écossais voient vraiment cette COP 26 comme une occasion, comme une vitrine de leur ambition vraiment de leader mondial en matière de création d'emplois verts et de transition écologique plus généralement. Donc ça, c'est vraiment… les Écossais se préparent depuis de longs mois à ce rendez-vous de Glasgow en novembre prochain. Peut-être deux questions supplémentaires. Une sur une potentielle adhésion de l'Écosse à l'Union européenne. Un auditeur demande l'indépendance de l'Écosse et donc son adhésion à l'Union européenne serait-elle véritablement dans notre intérêt en tant qu'Européens? Notre priorité n'est-elle pas celle de remédier à la rupture avec la Grande-Bretagne après le Brexit et donc d'améliorer nos relations avec Londres? Ça, c'est une question d'opinion. Enfin, je pense que de toute façon, indépendamment, c'est vrai que le Brexit a mis à vif la divergence. C'est pas seulement une divergence. Enfin, ce que traduit cette divergence de trajectoire électorale, c'est une vraie divergence d'aspiration aussi et de valeurs sociales. Donc, moi, je trouve assez… je ne me sens pas habilitée à répondre au nom de l'Union européenne. Si les choses sont faites de façon démocratique, et je sais bien que pour des esprits français, c'est très étrange le nationalisme écossais. Mais voilà, c'est une question qui est trop,
comment dire, oui, enfin, je n'ai pas à donner mon opinion là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être dernière question sur la question d'un référendum. À quelle échéance un nouveau référendum d'indépendance est-il envisageable et un référendum non autorisé par Londres est-il possible? Bah, les Écossais, ça je viens de le dire, là, c'est la position de SNP, c'est de dire que donc Boris Johnson menace de porter la chose devant les cours. Nicola Sturgeon a dit qu'elle irait défendre sa cause puisque Londres ne pouvait pas s'opposer à la volonté démocratique du peuple écossais. Il y a déjà eu des batailles comme ça constitutionnelles menées par les nationalistes écossais par exemple en 1940, il y a un cas assez connu où Douglas Young, donc un jeune homme, a invoqué les protections du traité d'union pour refuser sa conscription dans l'armée britannique. Donc le cas a été débouté. Et il y a un autre cas très connu des années, donc en 1953, qui a été mené, lui, par Matt Cormack, qui est un ancien leader du SNP, qui, lui, en fait, réfutait en fait le droit de la nouvelle reine, Élisabeth, à s'appeler Élisabeth II en Écosse, en arguant, en s'en référant encore une fois au traité d'union, que techniquement, la première Élisabeth Ier, n'avait pas été reine d'Écosse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le juge suprême écossais, puisque les cours écossaises, il y a une autonomie juridique de l'Écosse qui a été garantie par l'Union au fil des siècles, ça n'est pas nouveau. Donc, le juge suprême écossais a été sensible en fait à cet argument en disant qu'effectivement, ça se défendait, mais qu'il n'y avait pas de cour compétente dans le pays pour trancher une telle matière. Donc, la bataille juridique qui est en vue, qui est à l'horizon, elle s'annonce effectivement très complexe, très longue, sachant qu'évidemment, du point de vue de Londres, perdre l'Écosse, c'est perdre 8% seulement de sa population, mais un tiers aussi de sa masse terrestre, une bonne partie de son prestige et de ses couleurs, sans parler de l'amputation de l'emblématique drapeau britannique, le Union Jack, qui est composé d'une superposition des croix des 4 nations constitutives. Donc tout ça est symboliquement, identitairement, ce serait économiquement, à tous égards, du point de vue de Londres, ce serait désastreux. Le but du SNP, c'est 2023. C'est un référendum. Ils l'ont dit et redit pendant la campagne. C'est après la pandémie, en 2023. Mais alors, la capacité à rendre ça possible, ça reste en suspens aujourd'hui. Mais pour finir, ce qu'il faut souligner, c'est quand même aussi le paradoxe du Brexit qui a quand même été conduit au nom d'un renforcement de l'union entre les 4 nations constitutives du Royaume-Uni et qui n'a fait que creuser en fait les fractures avec l'Irlande du Nord d'une part et puis avec l'Écosse de l'autre. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre présentation et pour votre temps accordé aux questions des auditeurs. Nous vous rappelons donc la publication à apparaître, qu'on vous enverra dès sa sortie. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euroquestion. L'enregistrement sera donc disponible sur YouTube et le prochain Euroquestion aura lieu le 2 juin avec notre chercheuse Eulalia Rubio sur la question du plan de relance. Elle nous dressera un bilan d'étape de ce plan de relance qui a été discuté âprement toute l'année dans les parlements des États membres de l'Union européenne. Cette Euroquestion se déroulera en anglais. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt.